Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Pour préciser un peu les choses peut-être, la perspective dans laquelle on se place pour en tout cas un certain nombre d'intervenants dans le cadre de notre association L'Entreconnaissance, c'est une perspective qu'on appelle pérennialiste. Donc c'est quoi le pérennialisme ? C'est un courant de pensée qui considère que dans toutes les traditions culturelles, peut-être plus précisément religieuses, dans toutes les civilisations, il y a une sagesse commune qui s'y trouve. Une fois précédente, on avait essayé de faire des ponts entre les mystiques que sont Ibn Arabi pour l'islam, Shankara pour l'hindouisme, Maître Eckhart pour le christianisme. On avait essayé de faire des ponts entre ces trois sages, ces trois saints, pour montrer qu'ils avaient des choses similaires à dire concernant le divin, le rapport de l'homme au divin, sur les moyens de cheminer vers le divin, sur le sens de l'existence, etc. Et pourquoi est-ce qu'on parle de Platon ? C'est en fait un peu dans cette même perspective. C'est pour essayer de faire connaître des représentants de cette sagesse pérenne, de cette philosophia perennis, dont beaucoup de penseurs considèrent que Platon en est le représentant qu'on connaît le mieux dans la culture grecque. Dans la culture grecque classique, on va dire. Puisqu'on a en fait peu de textes en ce qui concerne la culture grecque archaïque. Les pythagoriciens, par exemple, malheureusement, on a très peu de textes précis. On peut supposer que Platon s'inspirait fortement de ces traditions-là, puisqu'il y fait souvent référence dans ses dialogues. Et on a plus de textes, du coup, pour ce qu'on va appeler la période hellénistique, c'est-à-dire la civilisation grecque, mais finissante, c'est-à-dire à la fin de l'Antiquité, si vous voulez, donc 3e siècle, 4e siècle après Jésus-Christ. Et donc peut-être qu'on sera amené à l'avenir à parler aussi de certains de ces penseurs, comme Plotin, par exemple. Ne pas confondre avec Platon, Plotin étant le principal représentant de ce qu'on appelle le néoplatonisme, mais enfin on va pas... on en parlera peut-être plus tard, mais probablement en fait aujourd'hui aussi, mais là j'anticipe un peu, parce que, mais on y reviendra, on peut considérer que Plotin c'est un petit peu du Platon avec les sous-titres, d'une certaine manière, parce qu'il est à bien des égards beaucoup plus clair et explicite que Platon sur certaines questions. Mais enfin bon. Et donc en fait, qu'est-ce qui est réel ? Pourquoi se poser cette question à propos de Platon ? C'est que vous le savez peut-être, Platon développe l'idée d'une forme de dualisme métaphysique. Alors c'est quoi ces gros mots ? Ça veut dire qu'il y a en gros, pour penser la totalité de la réalité, il y a en gros deux régions. Une région qui est le monde que Platon appelle le monde sensible, qu'on peut en gros assimiler au monde matériel, qui est le monde qui est, expérimentable par nos sens physiques. Et puis Platon affirme que c'est précisément pas la seule réalité, et que même plus précisément cette réalité-là, ce que nous on a tendance à considérer comme la réalité ou la seule réalité, est en fait une sorte d'ombre par rapport à une réalité plus fondamentale qui est première, qui est la réalité spirituelle que Platon va appeler monde intelligible. Et en fait, toute la question de notre propos d'aujourd'hui, ça va être de nous demander ce que Platon entend par ce monde intelligible. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'il est conduit à affirmer qu'il existe ? Et pourquoi est-ce que... et qu'est-il ? Et en fait, la position qu'on va essayer de défendre, c'est l'idée que ce monde intelligible, il est de nature spirituelle et qu'on y parvient par le biais d'une expérience mystique.
D'accord? Ça va être ça, en gros, pour vous dire un peu le programme. On va passer par différentes étapes, essayer d'envisager d'autres hypothèses, mais in fine, au fond, voilà un petit peu l'idée où on va essayer d'arriver. Alors, on peut commencer par, voilà, pour introduire cette réflexion sur le monde intelligible chez Platon, que, en fait, la difficulté pour approcher cette réalité-là, c'est que Platon lui-même n'est pas très clair à propos de ça, et c'est ce que dit, c'est ce que dit Simone Weil dans un texte qu'elle consacre à la Grèce qui s'appelle La Source grecque, où elle a consacré un des chapitres de cet ouvrage. Alors c'est plus un recueil de textes qui ne sont pas vraiment pleinement élaborés et rédigés, c'est plus des notes si vous voulez, mais dans ce texte, La Source grecque, le chapitre qu'elle consacre à la question de Dieu dans Platon, elle dit « Il faut deviner, du fait qu'une idée ne s'y trouve pas ou pas explicitement, et donc là 3 petits points, mais c'est-à-dire ça n'indique pas qu'elle n'existe pas ou qu'elle n'est absolument pas présente. Hein. Qu'est donc Platon ?» pose comme question Simone Weil, et elle répond « Un mystique héritier d'une tradition mystique où la Grèce entière baignait. » Donc ça va être ça, notre fil et notre hypothèse. D'accord ? Mais hypothèse qui ne va pas du tout de soi, parce que si vous assistez si vous vous rappelez de vos cours en terminale au lycée, on vous a sûrement parlé de Platon, et on vous en a sûrement pas parlé comme ça. D'accord ? On vous a probablement parlé d'un Platon plutôt rationaliste, plutôt occupé à essayer de former et de déployer autant que possible les capacités de la raison. Hein. Mais le truc, c'est que c'est également vrai. Et donc on va essayer de montrer que ces deux Platons ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, mais se complètent d'une manière qui n'est pas forcément claire chez lui, et du coup que je ne saurais pas parfaitement expliciter, c'est la manière dont les deux se complètent, mais il faut tenir les deux ensemble. Et donc en disant que Platon est un mystique, je ne suis sûrement pas en train de dire que pour Platon, l'activité de la raison n'a pas d'importance, qu'on doit la négliger, qu'elle n'a aucune utilité, pas du tout, mais simplement c'est une sorte d'étape ou de préparation à quelque chose d'autre et de plus fondamental qui est la vie spirituelle. Donc voilà. Voilà bon, en gros un petit peu le cadre général de notre discussion et voilà. Donc maintenant on va essayer de rentrer de manière un peu plus précise dans le vif. Donc qu'est-ce qui est réel ? Donc d'abord pour se poser la question, il faut se demander ce qu'on entend ordinairement par le réel ou la réalité. Donc terme qui peut se définir comme, assez trivialement, comme l'ensemble de ce qui existe. Et il semble que l'existence d'un être peut se déduire de la capacité que nous avons à l'expérimenter, l'expérience étant l'appréhension par les sens d'un certain nombre d'objets. Par exemple, si je dis que ce fauteuil, ce petit canapé vert existe, en fait, la seule raison, c'est que je suis capable de l'expérimenter par mes sens, et voilà. Pourquoi est-ce que je dis qu'il n'existe pas actuellement d'éléphant rose dans la pièce ? C'est que, tout simplement, je ne suis pas capable de l'expérimenter par mes sens. Et donc, il semble, dans cette perspective logique, de considérer que ce qui existe, c'est l'ensemble de ce qu'on peut expérimenter par nos sens. Néanmoins, on peut aussi admettre qu'on a la possibilité d'accepter l'existence de certains objets qu'on n'est pas capable d'expérimenter directement, mais indirectement. Par exemple, votre esprit, le fait que vous ayez une conscience, que vous ayez des sensations, que vous puissiez imaginer des choses, désirer des choses, tout ça, ce sont des phénomènes qui existent. Pourtant, je ne suis pas capable de les expérimenter directement, mais par le biais de votre conduite, de votre comportement, je suis capable d'en inférer chez vous l'existence d'un esprit. D'accord ? Mais une question néanmoins se pose dans de nombreuses sagesses,
qui est la suivante. Est-ce que cette réalité qui est accessible via les sciences physiques, de manière, on l'a vu, directe ou indirecte, est-elle la seule? N'y a-t-il pas un autre monde vis-à-vis duquel ce monde qu'on est capable d'expérimenter par nos sens physiques ne serait qu'une ombre, voire une illusion? C'est ainsi, par exemple, ce qu'avance la tradition hindoue. On le sait, le monde matériel, pour les hindous, ils appellent ça la maya, c'est-à-dire l'illusion, vis-à-vis de laquelle le monde véritable, en fait, se situe ailleurs. Et la maya serait donc, à cet égard, une sorte de voile à déchirer pour essayer d'arriver au vrai monde. Et c'est en cela, pour les hindous, que consiste la sagesse. Mais pour toute une partie de la tradition chrétienne, avec par exemple saint Augustin, on peut considérer également que la création, en tant qu'elle est faite du néant, en fait, elle a pour essence le néant, et donc elle n'est en réalité rien. Et donc, vis-à-vis de la création, en fait, seul Dieu est, et donc le seul être pleinement réel serait le divin, auquel il s'agirait de retourner et de revenir. Donc, cette idée selon laquelle le monde créé, en fait, n'a pas de consistance, n'a qu'une existence évanescente, en fait, est assez répandue. Et donc c'est dans cette perspective que se situe aussi Platon, pour qui le monde sensible n'a pas de réalité véritable, ne constitue qu'une ombre vis-à-vis de ce qui existe authentiquement. Et cette réalité existant authentiquement, elle est saisissable par la pensée, il l'appelle le monde intelligible. D'accord ? Donc maintenant, toute notre question, ça va être de savoir, bon, qu'est-ce que c'est que ce monde intelligible pour Platon ? Et là, il y a en gros, deux interprétations qui, encore une fois, à mon avis, doivent être bien plus unies l'une à l'autre que être pensées de manière exclusive. Donc, voilà. Donc, première interprétation, la réalité véritable correspond à l'intelligence divine, en fait. Ce que Platon appelle le monde des idées, en fait, c'est la pensée de Dieu à laquelle il s'agit pour l'homme de s'unir. Donc ça va être l'interprétation mystique. Mais l'interprétation plus courante aujourd'hui, ça va être de dire que le monde intelligible, c'est tout un ensemble d'essences, c'est l'essence des êtres qui est saisissable par la raison. Et cette essence des êtres, elle existerait de manière séparée de ces êtres, des êtres matériels, sans que et en fait, la manière de saisir cette essence des êtres serait simplement la réflexion ou le raisonnement philosophique. Et donc ça va être, si vous voulez, l'approche un peu plus rationaliste. D'accord ? Donc, on va essayer de déployer notre exposé en disons 2 moments. Je ne pense pas qu'on aura le temps pour le troisième. Premier moment, se demander pourquoi est-ce que selon Platon, on doit dépasser le monde matériel, pourquoi est-ce qu'on doit considérer qu'il n'est pas le vrai monde. Okay. Et ensuite, dans un deuxième moment, on essaiera de comprendre ce que Platon entend par monde intelligible, en essayant de, disons, trier entre ces deux hypothèses, l'hypothèse rationaliste et l'hypothèse mystique. Voilà, est-ce qu'à ce stade, c'est clair? Ça va? Ok. Donc, qu'est-ce que le monde sensible? Et pourquoi est-ce qu'il faut le dépasser? Donc, la question qui occupe Platon, c'est qu'est-ce que telle ou telle chose? Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que le courage? Qu'est-ce que la piété? Et il est vrai que Platon s'occupe surtout, enfin, Platon-Socrate, s'occupe surtout de la vertu. Il ne va pas vraiment s'occuper de questions d'ordre physique, d'explications de phénomènes biologiques ou météorologiques, etc. Ça a pu occuper d'autres penseurs avant lui. Mais voilà, ce qui l'intéresse prioritairement, c'est la vertu. Et donc il se demande, voilà, par exemple, dans la République, qu'est-ce que le juste? Dans le Tifron, qu'est-ce que la piété, etc.
Donc, pour essayer de connaître la nature des choses, leurs caractéristiques essentielles. Sauf que pour ça, ce qu'on cherche, c'est à aboutir à une définition de la chose qui va être valable dans tous les cas, qui va être suffisamment stable et suffisamment fixe pour pouvoir s'appliquer à toutes les entités qui instancient la définition. Exemple, une fois que je suis capable de définir la justice, que j'ai cette définition, en fait, je suis censé pouvoir appliquer cette définition à tous les actes justes. Une fois que j'ai réussi à définir la piété, je suis censé être capable de l'appliquer à tous les actes pieux. D'accord ? Donc, ça suppose pour cela d'arriver à une idée, encore une fois, qui va être stable. Ok, ça c'est très important. Sans ça, en fait, il n'est pas possible de connaître. Je ne peux pas formuler une connaissance qui change tout le temps. Pour que je prétende connaître quelque chose, il faut que j'arrive à une idée qui va pas changer demain ou après-demain, etc. Ok, ça c'est très important. Pourquoi ? Parce que la caractéristique fondamentale du monde sensible pour Platon, c'est qu'il est perpétuellement changeant. Le monde sensible change sans cesse, selon Platon, et il se situe ainsi en quelque sorte dans une tradition héraclitéenne qui considère que toutes les choses coulent, que tout passe. C'est la fameuse phrase célèbre d'Héraclite, on ne peut pas descendre 2 fois dans le même fleuve. Donc fragment 91. Et donc, comme tout change et tout passe, voilà, la question, ça va être de savoir, mais alors, qu'est-ce que je peux connaître ? Qu'est-ce que je peux connaître ? Autre manière de comprendre le monde sensible pour Platon, il le compare dans le Timée à un flot puissant. Là, je cite, « En effet, l'abondance du flot, animé par un mouvement de flux et de reflux, qui lui fournissait sa nourriture, faisait que les impressions qui des objets venaient frapper chacun de ces corps augmentaient encore le tumulte, lorsque venaient frapper chacun de ces vivants des mouvements qui, incités par tous ces objets extérieurs et transmis à travers le corps, arrivent jusqu'à l'âme, ce sont précisément ces mouvements qui, plus tard dans leur ensemble, furent appelés sensations. Et c'est encore le cas maintenant. » Donc en gros là, la citation n'est pas forcément très, très claire, surtout lue un peu vite comme ça, mais l'idée, si vous voulez, c'est que la manière dont on appréhende le sensible, c'est à travers nos sensations qui changent tout le temps. Qui changent tout le temps. On se déplace dans l'espace, on n'a pas affaire aux mêmes choses, vis-à-vis d'un même objet, qu'on le voit de près ou de loin, il n'est pas le même. Qui sait, par ailleurs, si entre les différentes espèces de vivants, on a affaire aux mêmes... on perçoit les choses de la même manière. Très probable que non. Donc quelle fiabilité est-ce qu'on peut accorder à ce qui nous est donné dans l'expérience sensible ? Pour Platon, en fait, ça a l'air complètement, complètement bancal, complètement fragile. Donc voilà, peut-être vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que pour Platon, en fait, on ne peut pas s'en tenir à cette expérience immédiate qui nous vient du corps. Il faut essayer de penser autre chose. Parce que sinon, ça empêche, semble-t-il, la possibilité de la connaissance. Ok. Voilà, donc... par ailleurs, les êtres qu'on cherche à connaître, ils grandissent, ils s'affaiblissent, ils meurent. On peut les altérer, les abîmer, etc., etc. Et donc voilà, le problème fondamental de la philosophie de Platon, comment est-ce qu'on peut connaître les objets si tout change sans cesse, dans la mesure où connaître, c'est attribuer des qualités à un objet, comment est-ce que c'est possible si cet objet lui-même change tout le temps ? Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on en arrive. C'est pour ça qu'on en arrive à la nécessité pour Platon de poser l'existence d'un monde intelligible. La formulation de l'hypothèse du monde intelligible chez Platon peut être comprise comme ça. C'est que pour garantir la possibilité de la connaissance, pour nous permettre de penser des choses qui
ne valent pas simplement un instant T et pour quelqu'un, mais qui valent de manière universelle, il faut que les connaissances que j'ai puissent s'appliquer à une réalité qui elle-même est stable. Et vu que le monde sensible n'est pas stable, il faut poser une réalité qui serait au fondement du monde sensible et qui le rendrait du coup un peu plus clair. Et donc c'est le monde intelligible. Pour que la connaissance en effet soit possible, il faut qu'il existe donc une autre réalité que la réalité sensible, sur laquelle la connaissance va précisément porter. Le seul moyen de sauvegarder la possibilité de cette connaissance, c'est l'hypothèse suivante. À la perception sensible d'objets matériels correspond une perception non sensible d'objets immatériels, et il existe bien un contact qu'on peut établir avec cette réalité-là, qui est de nature intellectuelle, à la faveur duquel, et sans l'intermédiaire des organes des sens, l'âme est affectée par des objets intelligibles. Donc pour parvenir à la définition véritable d'un objet X, il faut, cela n'est possible qu'à condition de poser que X est un objet qui échappe donc au devenir, c'est-à-dire au changement, et qu'on ne peut connaître que par une intuition intellectuelle. Voilà comment, à partir de la question qui est posée par Socrate, qu'est-ce que X, qu'est-ce que la piété, le courage, etc., on voit émerger alors une doctrine qui touche à l'être, à la réalité, à la nature de la réalité, qui pousse à affirmer qu'il existe du coup un monde qui est séparé donc, de l'expérience sensible. C'est le monde des essences intelligibles. Et donc on va essayer d'ancrer cette idée-là dans un ou deux passages dans l'œuvre de Platon. On peut par exemple penser au Cratyle, à la fin du dialogue, le Cratyle, où Socrate essaie de réfléchir à la notion non, c'est pas d'égalité, c'est de beauté. Donc, voilà, en substance, ce que dit Socrate, si les choses changent tout le temps, et si je veux savoir ce qu'est la beauté en elle-même, la beauté en soi, je ne peux pas me référer à telle ou telle chose sensible qui change, puisqu'à un moment, elle va être belle, et à un moment, elle ne va pas l'être. Donc je ne peux pas m'en tenir aux choses qui me sont présentées immédiatement, qui se présentent immédiatement à mes sens. Par ailleurs, on pourrait ajouter que telle chose peut paraître belle pour certains, pas belle pour d'autres, si on s'en tient à l'appréhension sensible. Il faut donc, pour essayer de comprendre la beauté, que je m'en forge une idée intellectuelle, par abstraction, que j'extrais certaines caractéristiques des objets qui font que ces objets sont beaux et que je m'en forme ainsi une idée. Ainsi, par exemple, je peux considérer que la beauté se définit par l'harmonie, qu'on peut définir comme le rapport convenable des parties d'un objet et de ces parties à la totalité de l'objet. D'accord ? Mais si la beauté, donc idée que j'ai extraite par abstraction intellectuelle, existe, elle doit bien exister donc quelque part. C'est ce qui pousse Platon à formuler l'hypothèse donc d'un monde intelligible réel, d'un monde des idées qui n'est pas le monde matériel. Autre exemple de ce type de raisonnement dans le Phédon, où là Socrate essaie de penser la notion d'égalité. Il nous dit, donc je cite, des cailloux ou des bouts de bois égaux n'apparaissent-ils pas parfois, tout en restant les mêmes, égaux à un moment, mais non à un autre ? Si je vois deux bouts de bois ou de cailloux qui sont de taille identique, ben là, l'idée d'égalité va apparaître, mais il suffit qu'un coup de vent ou qu'un courant d'eau disperse ces deux objets pour que la relation d'égalité disparaisse. Donc là encore, l'égalité, si elle doit exister, l'idée d'égalité, elle ne peut exister dans le sensible, puisque dans le sensible, elle est sujette à l'apparition, à la disparition. Donc, je ne peux me rapporter à l'idée d'égalité que si elle ne change pas. Elle ne peut donc, si elle existe, m'être donnée dans l'expérience. Il faut que je la pose dans un monde qui est séparé de l'expérience. Voilà en gros le raisonnement. Et donc là, on en arrive à
la conception donc rationaliste de l'intelligible. Le monde intelligible serait donc un monde constitué d'idées abstraites, saisissables par la raison, et il permettrait de fonder, de rendre possible la connaissance rationnelle du monde. Voilà. Et il permet donc en même temps de comprendre que la réalité matérielle puisse être connue et comprise. Et donc, à ce stade, il y a beaucoup de commentateurs qui s'arrêtent en considérant que, voilà, au fond, ce que Platon entend par le monde intelligible, c'est ça. C'est ce monde qui a une existence séparée, saisissable par la raison, qui permet de rendre possible la connaissance, vous savez, contre les sophistes qui, à l'époque de Platon, étaient des sortes de savants, d'intellectuels, qui prétendaient être capables de défendre un point de vue et son contraire, de manière tout aussi convaincante l'une que l'autre, et qui bien souvent professaient une forme de relativisme. Pour les sophistes, qui étaient très influents dans l'Athènes de Platon, en fait, il n'était pas possible d'arriver à une connaissance certaine des choses, puisque, voilà, au fond, tout dépend du point de vue. D'accord ? Et donc, beaucoup de commentateurs considèrent que et c'est probablement pas faux, mais on va le voir peut-être qu'une partie de la vérité, l'idée de Platon qui consiste à essayer de poser un monde intelligible pour garantir la possibilité de la connaissance, c'était en partie en réaction face à ces sophistes. Voilà. Alors, pour essayer d'aller plus loin, on va s'appuyer sur un commentateur qui est tout à fait autorisé et reconnu pour essayer d'y voir plus clair dans la philosophie grecque. C'est un commentateur qui est assez ancien, il est mort depuis un moment, c'est le père Festugière, qui a écrit un Contemplation et vie contemplative chez Platon. Et on va essayer un petit peu de suivre son raisonnement qui nous amène en fait à considérer que cette conception du monde intelligible est incomplète et qu'elle doit être un petit peu amendée. Alors, Père Festugière, dans son livre, note que il est évident, et en fait, je pense que il y en a pas mal parmi vous qui doivent se dire ça. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis quand je lis Platon et que je m'arrête là. En fait, ok, il est sympa avec cette théorie du monde intelligible, mais c'est une hypothèse intéressante, pourquoi pas, mais c'est absolument pas démontré. Ça semble complètement spéculatif, ça semble pas suffisamment ancré dans dans l'expérience. Voilà, c'est pas prouvé. En gros, c'est quelque chose de hypothèse stimulante, mais pas plus. Ça ne contraint pas mon intelligence à y adhérer. D'accord ? Et donc, d'ailleurs, il y a évidemment Aristote qui a formulé tout un tas de critiques à cette théorie du monde intelligible. On ne va pas les développer, mais pour en signaler quelques-unes en passant, l'idée par exemple que il est très difficile de comprendre le lien de causalité qui existerait entre le monde intelligible et le monde sensible. Mais bon, cela étant, Platon le dit lui-même, dans un de ses dialogues, il dit le monde intelligible, moi j'affirme qu'il existe, mais alors de là à expliquer concrètement comment est-ce qu'il cause le monde sensible, je suis incapable d'en rendre compte. Donc il y a déjà cette première difficulté. Deuxième idée, on pourrait très bien imaginer que les choses ont une essence, que la justice c'est quelque chose, sans considérer que cette essence elle est séparée de l'objet. On peut considérer que par exemple être un chat c'est quelque chose, mais on n'est pas obligé de considérer que l'essence du chat a une existence séparée du chat réel. Ça va être la position d'Aristote par exemple, mais on va pas développer. Voilà, donc il y a encore tout un tas de critiques qu'on peut faire concernant le rapport que les réalités intelligibles ont entre elles, d'accord, etc., etc. Mais alors, au vu de cette apparente faiblesse
de l'hypothèse du monde intelligible, pourquoi est-ce que Platon n'a cessé d'y prêter foi? Se demande le père Festugière. Pourquoi est-ce que Platon, à partir d'un moment, n'a plus remis en cause cette idée, même si enfin, il essaie de la penser, d'envisager ses limites, etc. C'est que, suppute Festugière, il doit tirer sa certitude d'ailleurs. Il doit tirer sa certitude d'une expérience qui excède le simple raisonnement qu'on vient de faire. Et pour le père Festugière, comme pour Simone Weil, hein, en réalité, même si, disons, elle ne présente pas les choses comme ça, cette hypothèse du monde intelligible doit venir, en quelque sorte, d'une expérience directe d'une autre réalité qui est, plus intense, plus vivante, plus réelle que ce monde-ci, le monde sensible, et qui est en même temps cause et origine de ce monde. Okay. Et donc c'est ce qu'on va essayer de montrer. Cette idée-là, cette conception du monde intelligible, est bel et bien présente chez Platon, même si, comme on l'a vu avec Simone Weil, elle est présente de manière bien souvent allusive, discrète, dans quelques passages, quelques rares passages, mais qui ne sont pas forcément toujours explicites. Okay. Et donc cela nous éloigne d'une approche rationnelle du platonisme pour nous conduire à une lecture mystique de son œuvre. Donc précisons d'emblée que nous définissons le terme mystique comme une expérience directe que l'âme humaine peut faire du divin, l'idée étant que l'intelligence divine contient en elle les formes ou les essences des êtres, en quelque sorte les modèles des êtres qu'on peut rencontrer dans le monde sensible. Et dans cette perspective, connaître, ce ne serait donc pas simplement saisir l'essence d'un être par la raison, mais réussir à contempler la forme, hein, comme dit Platon, la forme de l'être, le modèle de l'être, dans la contemplation, dans l'union avec l'intelligence divine. Voilà, et encore une fois, ça n'annule pas l'idée qu'il est également possible de connaître par la raison. Je pense personnellement que les deux doivent être tenus ensemble. Alors encore une fois, comment est-ce que les deux s'articulent? Je ne saurais pas bien le dire, et je crois même que dans l'œuvre de Platon, ce n'est pas forcément très clair, mais les deux doivent être tenus ensemble. Donc on va essayer d'explorer l'existence de cette conception mystique du monde intelligible dans l'œuvre de Platon. Et, plus généralement, dans un petit peu la tradition platonicienne, vu qu'on va citer un extrait de Plotin, qui, encore une fois, comme je vous dis, sur tout un tas de questions, c'est du Platon avec les sous-titres. Donc, voilà, ce sera peut-être un petit peu plus clair chez lui. Alors, le monde intelligible, donc on l'a vu, n'est pas simplement un monde composé d'idées qui sont saisissables par l'intelligence, par la raison, mais c'est une réalité qui dépasse en intensité, en beauté, en degré de vie, tout ce qui peut se rencontrer dans notre vie matérielle. Il est une sorte de modèle dont la vie sensible n'est qu'une pâle copie. Donc cette idée-là, déjà, on la trouve dans l'allégorie de la caverne, que vous connaissez probablement. Le monde sensible n'est qu'un ensemble d'ombres en comparaison du monde réel qui se trouve à l'extérieur de la caverne. Le monde auquel nous avons affaire, nous, n'étant que un ensemble d'ombres projetées, qui sont des ombres de marionnettes qui sont tenues par des individus à l'extérieur de la caverne. Et ce qu'on prend pour la seule réalité, c'est ces ombres. Et en fait, philosopher pour Platon, c'est sortir de la caverne. Et donc sortir de la caverne, c'est ce qu'on va essayer de montrer, c'est pas simplement essayer de remplacer nos erreurs, nos simples opinions par des connaissances intellectuelles, mais c'est parvenir à, pour parler comme les hindous, déchirer le voile de la Maya pour essayer de s'unir à l'intelligence divine. Un passage dans le dialogue de Platon consacré à l'amour
Donc il y en a en gros deux, hein, on va citer le banquet juste après, mais c'est le Phèdre. Donc dans le Phèdre, Platon nous dit que voilà, il y a un passage qui semble vraiment suggérer que le monde intelligible n'est pas un ensemble d'essences saisissables rationnellement, puisqu'il s'agit d'un monde qui est si beau, si plein de délices, que la seule manière d'en parler semble être de le chanter, hein, ce monde intelligible. Donc Socrate nous dit « L'espace qui s'étend au-dessus du ciel n'a pas encore été chanté par aucun des poètes d'ici-bas, et ne sera jamais chanté dignement. Je vais dire ce qui en est, car il faut oser dire la vérité, surtout quand on parle sur la vérité. L'essence véritablement existante, qui est sans couleur, sans forme, impalpable, uniquement perceptible au guide de l'âme, l'intelligence, et qui est objet de la véritable science, réside en cet endroit. Or, la pensée de Dieu étant nourrie par l'intelligence et la science absolue, comme d'ailleurs la pensée de toute âme qui doit recevoir l'aliment qui lui est propre, se réjouit de revoir enfin l'être en soi et se nourrit avec délice de la contemplation de la vérité jusqu'à ce que le mouvement circulaire la ramène à son point de départ. Pendant cette révolution, elle contemple la justice en soi, elle contemple la sagesse en soi, elle contemple la science, non celle qui est sujette à l'évolution ou qui diffère suivant les objets que nous qualifions ici-bas de réels, mais la science qui a pour objet l'être absolu. Et quand elle a de même contemplé les autres essences et qu'elle s'en est nourrie, l'âme se replonge à l'intérieur de la voûte terrestre, de la voûte céleste, et rentre dans sa demeure. Puis, lorsqu'elle est rentrée, le cocher, attachant ses chevaux à la crèche, leur jette l'ambroisie, puis leur fait boire le nectar. Bon. Donc il y a une dimension un peu poétique dans le passage, mais il y a cette idée, si vous voulez, que, et c'est ça qui m'importe principalement, c'est que cet espace qui s'étend au-dessus du ciel, qui en fait, qui correspond à une forme de réalité qu'on peut imaginer comme étant hors du temps et hors de l'espace, est une réalité qui ne sera jamais chantée dignement. D'accord ? Elle est objet de réjouissance, elle est objet de délices, se nourrit avec les délices de la contemplation de la vérité. Et donc, ça ne cadre pas vraiment avec des raisonnements ou des traités philosophiques qui parviennent à aboutir à l'essence de tel ou tel objet. D'accord ? On ne va pas être considéré, alors, sauf de rares personnes, mais on va rarement considérer que la lecture d'un traité philosophique est un moment absolument délicieux qui n'a jamais été digne ou qui n'a jamais été chanté dignement. D'accord ? On ne va pas en parler comme ça. Donc c'est probablement qu'on a affaire à autre chose. D'accord ? Un passage du banquet est, pour le coup, bien plus explicite. Donc dans le banquet, donc là ça va être... donc là cette partie-là, pour essayer d'envisager justement la nature du monde intelligible chez Platon, en fait, je vais vous lire des extraits qui constituent des sortes de descriptions de cette réalité-là, en essayant de montrer, à partir des extraits que je vais vous lire, que ce dont il est question dépasse le simple discours rationnel. Okay. Et en même temps, voilà, je me permets j'espère que ce ne sera pas trop ennuyeux, mais je me permets de lire de larges extraits parce que je les trouve beaux. Donc voilà, j'espère que ce sera votre cas aussi. Donc voilà, aussi n'hésitez pas, s'il n'y a pas tout qui est clair, c'est pas grave, je vais essayer de toute façon de revenir en insistant sur les passages qui me semblent les plus significatifs par rapport à notre question, et pour le reste, laissez-vous bercer par la beauté du texte, si tant est que vous le trouviez beau. Donc là, on se situe dans le banquet, donc dans le banquet de Platon, et donc la question du banquet, c'est comment parvenir à la beauté en soi. Et donc là, c'est tout
toute une tirade qui porte sur l'ascension de l'âme de beauté matérielle vers la beauté en soi, en passant par la beauté de la vertu, la beauté des belles actions, etc., qui doit nous conduire à la contemplation de justement ce que Platon appelle la beauté intelligible, dont on essaiera de montrer qu'elle n'est pas simplement un raisonnement. Celui qu'on aura guidé jusqu'ici sur le chemin de l'amour, le moteur évidemment nous amenant vers la beauté, c'est évidemment l'amour. Enfin, nous poussant à rechercher la beauté, c'est l'amour. Celui qu'on aura guidé jusqu'ici sur le chemin de l'amour, après avoir contemplé les belles choses dans une gradation régulière, arrivant au terme suprême, verra soudain une beauté d'une nature merveilleuse. Celle-là même, Socrate, qui était le but de tous ses travaux antérieurs, beauté éternelle, qui ne connaît ni la naissance ni la mort, qui ne souffre ni accroissement ni diminution, beauté qui n'est point belle par un côté et laide par un autre, belle en un temps, laide en un autre, belle sous un rapport, laide sous un autre, belle en tel lieu, laide en tel autre, belle pour ceci, laide pour cela, beauté qui ne se présentera pas à ses yeux comme un visage, ni comme des mains, ni comme une forme corporelle, ni, et c'est le plus important, ni comme un raisonnement, ni comme une science, ni comme un raisonnement, ni comme une science, ni comme une chose qui existe en autrui, par exemple dans un animal, dans la terre, dans le ciel, dans telle autre chose, beauté qui au contraire existe en elle-même et par elle-même, simple et éternelle, de laquelle participent toutes les autres belles choses, de telle manière que leur naissance ou leur mort ne lui apporte ni augmentation, ni amoindrissement, ni altération d'aucune sorte. Quand on sait élever des choses sensibles, par un amour, bien entendu, des jeunes gens, jusqu'à cette beauté qu'on commence à l'apercevoir, on est bien près de toucher au but. Car la vraie voie de l'amour, qu'on s'y engage soi-même ou qu'on s'y laisse conduire, c'est de partir des beautés sensibles et de monter sans cesse vers cette beauté surnaturelle, en passant comme par échelon d'un beau corps à deux, de deux à tous, puis des beaux corps aux belles actions, des belles actions aux belles sciences, pour aboutir des belles sciences à cette science qui n'est autre que la science de la beauté absolue, et pour connaître enfin le beau tel qu'il est en soi. Si la vie vaut jamais la peine d'être vécue, cher Socrate, et là en quelque sorte c'est l'enseignante de Socrate, Diotime, qui parle, c'est à ce moment où l'homme contemple la beauté en soi. Si tu la vois jamais, que te sembleront auprès d'elle l'or, la parure, les beaux enfants et les jeunes gens dont la vue te trouble aujourd'hui, toi et bien d'autres, à ce point que, pour voir vos bien-aimés et vivre avec eux sans les quitter si c'était possible, vous consentiriez à vous priver de boire et de manger sans autre désir que de les regarder et de rester à leur côté. Songe donc, ajouta-t-elle, quel bonheur ce serait pour un homme s'il pouvait voir le beau lui-même, simple, pur, sans mélange, et contempler, au lieu d'une beauté chargée de chair, de couleurs et de sans autre superfluité périssable, la beauté divine elle-même sous sa forme unique. Penses-tu que ce soit une vie banale que celle d'un homme élevant ses regards là-haut, qui contemple avec l'organe approprié et qui vit dans son commerce? Ne crois-tu pas, ajouta-t-elle, qu'en voyant ainsi le beau, avec l'organe avec lequel il est visible, il sera le seul qui puisse engendrer non des fantômes de vertu, puisqu'il ne s'attache pas à un fantôme, mais à des vertus véritables, puisqu'il saisit la vérité. Or c'est à celui qui enfante et nourrit la vertu véritable qu'il appartient d'être chéri des dieux, et si jamais homme devient immortel, de le devenir lui aussi. Voilà donc. L'idée, pour résumer un petit peu ce passage, c'est que l'âme doit passer du désir pour les beautés terrestres aux beautés intelligibles, comme par degrés. Et c'est pour ça que l'activité rationnelle a une grande utilité. C'est que l'activité rationnelle est comme une manière d'occuper son âme, d'œuvrer à essayer de détacher notre orientation et notre amour des choses corporelles vers les choses
vers des choses qui sont plus élevées. Rationnelles d'abord, spirituelles ensuite. Et là, ce dont il est question en fait, lorsque Diotima donc, nous parle de cette contemplation de la beauté en soi, il est question en fait de la contemplation de l'intelligence divine elle-même. Hein, c'est ce que Plotin indiquera de manière, là pour le coup, parfaitement explicite et claire. Chez Platon, voilà, il faut deviner, comme dit Simone Weil, pour arriver à ce résultat, mais c'est néanmoins ce qui est le plus probable. Et voilà. Par ailleurs, et donc ça c'est la toute fin du texte, cette contemplation de l'intelligence divine qui elle-même est, contient toute la beauté qu'il est possible de contenir. Hein. C'est pour ça que Platon la caractérise comme étant la beauté en soi. Cette intelligence, elle est, dès lors qu'on s'unit à elle, ce qui va permettre une transformation intégrale de l'âme humaine pour lui permettre d'engendrer, d'accoucher d'actions qui vont être véritablement vertueuses. Donc la condition pour arriver à la sagesse, comme nous dit la fin du texte, c'est cette expérience directe de la sagesse en soi, de la beauté en soi, qui est le monde, qui est l'intelligence divine ou les mondes spirituels ou divins. Pour nous, voilà, ici c'est synonyme. Voilà. Donc voilà. Donc on a essayé de montrer à partir de cet extrait que lorsque Platon en fait nous parle de l'intelligible, il ne parle pas seulement de raisonnement, de choses auxquelles on aboutit par une activité rationnelle, mais il nous parle de quelque chose de plus profond, d'indicible, hein, puisqu'il nous dit bien que ce n'est pas un raisonnement, ce n'est pas une science, c'est la contemplation du divin. Et dans cette perspective, pour un petit peu comprendre quelle est la nature de cette réalité, là je vais vous proposer la lecture d'un extrait de Plotin qui décrit de manière un petit peu plus longue ce type d'expérience. Suite à quoi, j'essaierai de montrer que dans des expériences qui peuvent être vécues par des humains, mais qui sortent un peu de l'ordinaire et qui, si vous voulez, dans des expériences qu'on pourrait qualifier de non ordinaires ou paranormales, on peut vivre des expériences qui se rapprochent des descriptions-là qui nous sont faites chez Platon et Plotin, et je pense en particulier aux expériences de mort imminente. Okay ? C'est-à-dire que je vais essayer de faire des parallèles entre certains récits de MI, d'expériences de mort imminente, et les quelques descriptions qu'on a pu voir là dans Platon et Plotin. D'accord ? Voilà, pour essayer de montrer que ces descriptions qu'ils proposent ne viennent pas de nulle part et qu'il est possible de les effectuer. Ce n'est pas parce que les personnes ordinaires que nous sommes ne vivent pas ce genre de choses qu'il n'est pas possible de les effectuer dès lors qu'on entre soit, donc là il y a deux options, soit par un travail de purification intérieure, par une activité philosophique, on entreprend, au sens de Platon, on entreprend un travail de détachement en quelque sorte de l'âme du corps pour essayer de se hisser vers les réalités divines, soit par accident, comme c'est le cas dans les EMI, où là un petit peu de manière forcée, on est projeté dans une réalité qui nous dépasse et qui ressemble en fait à s'y méprendre à ce dont nous parlent ces auteurs. Mais pour poursuivre un petit peu sur la nature de cette réalité, je vais vous proposer la lecture d'un texte de Plotin. Donc c'est dans le traité 31, chapitre 4. Oui, là-bas, la vie est facile. La vérité est leur mère et leur nourrice, leur réalité est leur aliment. Donc là, il nous décrit le monde intelligible. Il le présente comme ça. Le titre du traité, c'est « Sur la beauté intelligible ». Oui, là-bas, la vie est facile.
La vérité est leur mère et leur nourrice, leur réalité est leur aliment. Ils voient tout, non pas les choses sujettes à la génération, mais les choses qui possèdent la réalité, et ils se voient eux-mêmes parmi elles. Toutes choses sont en effet transparentes, et on ne trouve rien d'obscur ni de résistant. Mais chaque Dieu est visible à chacun dans son intériorité et dans sa totalité, car la lumière est visible à la lumière. Donc là, on peut considérer, quand Plotin nous parle de Dieu, c'est transposable dans les traditions monothéistes à ce qu'on appelle les anges, c'est-à-dire en gros des purs esprits. Des purs esprits, des êtres qui sont purs esprits et qui peuplent le monde spirituel, le monde intelligible. D'accord ? Chaque Dieu a tout en lui, et à son tour, il voit tout en chaque autre, de telle sorte que tout est partout, que tout est tout, que chaque chose est tout et que la splendeur est sans limite. Car chacune de ces choses est grande, puisque même le petit est grand. Là-bas aussi, le soleil et tous les astres, et chaque astre à son tour est le soleil et tous les astres. En chaque chose, il y a un trait distinctif, même si chacune manifeste toutes les autres. Le mouvement aussi y est pur, car le moteur ne trouble pas le mouvement dans son progrès, puisque le moteur n'y est pas distinct du mouvement, et le repos n'est pas ébranlé par le mouvement, parce qu'il n'est pas mélangé avec ce qui n'est pas au repos. Et le beau est beau, parce qu'il ne se trouve pas dans ce qui n'est pas beau. Alors là, si vous voulez, c'est l'idée, pour essayer de clarifier un petit peu, que chaque chose existant dans ce monde-là, dans le monde intelligible, ayant une existence non pas matérielle, mais spirituelle, les choses existent de manière distincte, mais tout en pouvant être mêlées. Par exemple, si je pense à... par exemple, on peut éprouver une sorte de joie à un moment donné de notre vie, ou par exemple un souvenir qui cause une joie, mais cette émotion de joie qui va vous revenir à l'évocation de ce souvenir, mais vous l'éprouvez en même temps que vous pensez à ce souvenir, et en même temps que vous êtes dans un autre état psychique, que vous êtes par exemple assis sur une chaise, en train de ressentir, je sais pas moi, le caractère agréable de votre t-shirt sur votre peau. Tout ça se mêle, vous voyez ? Tout ça se mêle sans pour autant être confus, sans pour autant être complètement indifférencié. Donc il y a un mélange, ou si vous voulez une sorte une union, mais sans confusion. Je ne sais pas vous voyez ce que je veux dire, au niveau de la réalité psychique. Et donc là, c'est un petit peu ce que nous décrit Plotin ici. Dans le monde spirituel, les êtres ont une existence distincte, mais sont néanmoins tous mêlés. Voilà. Donc il y a distinction sans séparation. Ok. À l'inverse du monde matériel, où là, une chose occupe un espace qui ne peut pas être occupé par une autre chose. Donc il y a séparation. Ok. Par ailleurs, un autre élément, dans le monde, et c'est ce que nous décrit Plotin ici, dans le monde spirituel, il n'y a pas de différence entre l'objet qui est contemplé et le sujet qui contemple. Il n'y a pas de séparation entre le sujet et l'objet. Là, je vois l'ordinateur, il se situe à distance de moi, je ne suis pas l'ordinateur, et voilà, il y a une distinction claire entre moi et lui. Dans le monde spirituel, ça se passe autrement. Ce qui est contemplé et le sujet qui contemple ne forment qu'un. Et même le lieu qui est occupé ne fait qu'un avec le sujet qui occupe le. En fait, voilà, encore une fois, tout est beaucoup plus mêlé et uni que dans cette réalité-là. Ce n'est pas, pour ainsi dire, sur une terre étrangère que chacun avance, mais chaque endroit qu'il occupe, c'est cela même qu'il est, et quand, en quelque sorte, il monte, l'endroit d'où il vient le suit dans sa course. Et s'il n'est pas vrai que lui-même et son emplacement, sont deux choses distinctes. En effet, son substrat, c'est l'intellect, et lui-même, il est intellect. C'est comme si l'on supposait que, dans le cas de notre ciel visible, qui est lumineux,
la lumière venant de lui donnait naissance aux astres. Mais ici, une partie peut venir d'une autre, et chacune n'est rien de plus qu'une partie, alors que là-bas, chaque partie vient de l'ensemble, et chaque partie est à la fois partie et ensemble. On se représente chaque chose comme une partie, mais une vue aiguisée y discernerait l'ensemble, à supposer que quelqu'un ait une vue, comme celle que, dit-on, avait Lincé, lequel pouvait voir même ce qu'il y a à l'intérieur de la terre. C'est un mythe qui décrit en un langage voilé les yeux de là-bas. Donc pour Plotin, ça ce serait quelque chose d'intéressant à voir. Les mythes sont en fait des manières imagées d'exprimer des expériences spirituelles. Et donc là, c'est un personnage qui décrit, dont on dit qu'il avait la capacité de voir au centre de la terre, etc. En fait, c'est pour décrire l'idée que, comme dans le monde spirituel, tout est dans tout, et chaque être est transparent aux autres, mais en fait, en voyant un être, on peut voir la totalité des autres choses. Cette idée, en fait, d'une certaine manière, peut se retrouver dans le monde matériel, dans de nombreuses traditions, avec la notion que vous connaissez peut-être, qui est la notion de cosmos, l'idée que le monde est une totalité ordonnée, un cosmos, et chaque être dans le monde serait microcosme dans le macrocosme. C'est-à-dire, l'homme serait un microcosme à l'image de l'univers tout entier, c'est-à-dire contiendrait en miniature la totalité de l'univers. Et ça, c'est une idée qui est présente dans de très nombreuses traditions non occidentales, non modernes. Vous aviez ça dans la tradition médiévale chrétienne, vous aviez ça dans la tradition islamique, vous avez ça évidemment dans la tradition chinoise, etc. Donc cette idée que tout est dans tout se retrouve en fait à un niveau matériel via la notion de cosmos, qui est une notion avec laquelle on a complètement rompu aujourd'hui, mais qu'il serait peut-être intéressante de redécouvrir et de revisiter. Voilà. Là-bas, dans cette contemplation, il n'y a ni fatigue, ni satiété qui mènerait à mettre un terme à la contemplation. Il n'y a pas en effet un vide à combler pour que le but soit atteint. Une chose n'est pas différente d'une autre, de sorte que ce qui appartient à l'un déplairait à l'autre, qui aurait des caractéristiques différentes. Inlassables sont les êtres de là-bas, et l'insatiabilité y vient de ce que la satisfaction ne fait pas que l'on dédaigne ce qui a comblé ce vide, etc., etc. Cette vie, c'est le savoir, un savoir qui ne s'acquiert pas par des raisonnements, parce que toujours il est là tout entier, sans manquer de quelque chose qui ferait qu'il y aurait un besoin de chercher. Il est le savoir premier qui ne vient pas d'un autre. C'est l'être lui-même qui est le savoir. Il n'y a pas d'abord un être, puis un être qui sait. Aussi, n'y a-t-il nul savoir qui soit supérieur, et la science en soi a son trône près de l'intellect, avec qui elle se révèle, comme on dit, par image. Etc. Donc là, Plotin reprécise que la science dont il est question ne consiste pas en des théorèmes qui sont déduits en des raisonnements, etc. Pour autant, c'est la science authentique. Alors, bon, là, je vais vraiment la cibler un passage plus précis dans une expérience mystique là, contemporaine qui est intéressante, qui est décrite dans un livre qui s'appelle « Les pouvoirs de la conscience », qui est écrit par un neuroscientifique canadien, pour essayer de montrer justement que le but de son livre, Les pouvoirs de la conscience, c'est de montrer, sur la base de tout un tas d'études ou de témoignages, que la conscience n'est pas une sécrétion neuronale, n'est pas un produit du cerveau. Et là, il décrit une forme d'expérience mystique, que l'auteur identifie comme étant la contemplation de l'intelligible. Alors j'essaie d'aller plus là où c'est le plus parlant pour nous. À ce moment-là, je me mêlais à la lumière et tout, y compris moi, ne forma plus qu'un tout unifié. Il n'y avait plus, donc si vous voulez, le contexte, c'est en fait un gars qui se trouve être scientifique, qui est assis sur son balcon, et puis à un moment, en fait, il se sent partir, et il se sent en quelque sorte quitter les coordonnées spatio-temporelles ordinaires pour arriver dans une dimension où le temps ne s'écoule plus, où il est dans l'éternel présent.
Et dans cet éternel présent, voilà ce qu'il décrit. Voilà, pour vous le faire vite. À ce moment-là, je me mêlai à la lumière, et tout, y compris moi, ne forma plus qu'un tout unifié. Il n'y avait plus de séparation entre moi et le reste de l'univers. En fait, dire qu'il y avait un univers, un soi ou quelque chose serait mensonger. Il serait tout aussi juste de dire qu'il n'y avait rien que de dire qu'il y avait tout. Décrire un sujet fusionnant avec un objet constituerait presque une description adéquate de l'entrée dans la conscience cosmique. Voilà, c'est ce qu'il appelle la conscience cosmique, c'est-à-dire voilà, conscience qui serait à l'origine de l'univers. Donc on peut dire intelligence divine, c'est pareil. Tous les mots où la pensée discursive s'était arrêtée, il n'y avait plus de place pour un observateur apte à commenter ou à catégoriser ce qui se passait. En fait, il n'y avait pas d'événements ponctuels qui se produisaient, mais se produisait simplement un état d'être unitaire et atemporel. Peut-être que l'élément le plus significatif de la conscience cosmique était la capacité absolue de connaître qu'elle procure. Cette capacité de connaître permet une compréhension profonde des choses sans recours aux mots. Donc là, on retrouve les caractéristiques de la science intelligible qu'on trouvait dans Platon et Plotin. J'étais certain que l'univers était un tout, qu'il était salutaire et aimant à sa base. Et là, donc, il reprend une citation d'un certain Buck qui décrit la conscience cosmique. Il savait que l'univers est construit et ordonné, donc qui décrit cette expérience-là. Il savait que l'univers est construit et ordonné de façon à ce que toutes les choses travaillent ensemble pour le bien de chacun et de tous, que le principe fondateur du monde est ce que nous appelons l'amour, et que le bonheur de chacun est à long terme absolument certain. Voilà, bon. Voilà pour des témoignages de ce qui, me semble-t-il, se rapproche de ce que Platon appelle le monde intelligible, compris en un sens non rationnel. Et ces témoignages-là, évidemment, on peut en trouver des tas dans toutes les traditions religieuses. Et donc, pour terminer, je vais faire un petit parallèle avec des phénomènes qui sont rapportés dans les expériences de mort imminente et qui peuvent être mis en parallèle avec ce que Platon nous dit du monde intelligible. Et alors, pour justifier déjà ce parallèle, eh bien, en fait, on peut se baser sur l'œuvre de Platon lui-même, puisque au livre 10 de la République, Platon, à travers le récit de R le Pamphilien, Platon nous explique nous décrit une EMI, une expérience de mort imminente. En fait, c'est un individu qui a fait la guerre, qui a été considéré comme mort pendant une dizaine de jours, et qui, en fait, le 12e jour, se réveille. Et là, il décrit ce qui lui est arrivé, et il dit, on m'a dit que mon heure n'était pas venue, et que je devais vous transmettre ce que j'ai vu, dans mon passage, lors de mon expérience hors du corps. Voilà. Et donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc ça, c'est le mythe d'R le Pamphilien que Platon décrit abondamment. C'est la toute fin de la République, le livre le plus fameux de Platon. Platon décrit ça sur 6-7 pages. D'accord. Donc, dans ce récit-là, il n'est pas explicitement question du monde intelligible, c'est pour ça que je ne vais pas y faire référence, mais il est question, par exemple, de choses qu'on retrouve dans d'autres EMI, comme par exemple le fait que, R nous dit, quand on a fait du bien à quelqu'un, eh bien en fait, on va ressentir le bien qu'on a causé à la personne, mais de manière encore plus intense. Quand on a fait du mal à quelqu'un, on va ressentir le mal qu'on a fait à la personne, mais de manière encore plus intense. Et ça, il se trouve que ce sont des éléments qui reviennent de manière très fréquente dans les EMI, telles qu'elles sont étudiées aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui est étudié, alors pas en France, on est un petit peu fermé à ces sujets-là, mais dans les pays anglo-saxons, c'est tout à fait étudié. Voilà.
Mais donc, pour en revenir au parallèle qu'on peut faire entre les EMI et la théorie l'idée du monde intelligible chez Platon, donc là je vais me baser sur des passages du bouquin de Christophe Fauré, Cette vie et au-delà, qui est une somme d'enquêtes sur les études qui sont faites sur les contacts qu'on peut avoir avec l'au-delà. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un petit résumé sur la chaîne YouTube de ce livre, voilà, l'entreconnaissance. Pour ceux qui n'ont pas le courage de lire le bouquin. Donc Christophe Fauré nous dit que environ 30% des personnes ayant fait une EMI décrivent la perception d'un environnement paradisiaque inégalé sur la Terre. Donc description. Je me suis alors retrouvé dans un paysage magnifique d'arbres et de fleurs où les sons et les couleurs dépassent en intensité tout ce que j'avais pu connaître. Cela me semblait pourtant très réel, beaucoup plus réel en vérité que les perceptions habituelles. En comparaison, la vie ici apparaît tellement plus terne, tellement moins réelle. Donc là c'est intéressant, c'est exactement ce que nous dit Platon sur la distinction qu'on peut faire entre monde sensible et monde intelligible. C'est-à-dire, il y a cette réalité qu'on expérimente tous les jours, qui nous semble être seule réelle, qui n'est en fait qu'une ombre, vis-à-vis de laquelle le monde intelligible est en fait la réalité véritable, celle qui existe authentiquement. Autre témoignage, donc dans Christophe Fauré, je me suis retrouvé dans une sorte de clairière à l'indescriptible beauté. Le ciel était d'un bleu plus que bleu, l'herbe d'un vert plus que vert, toutes les couleurs ici semblant pâles. J'avais l'impression de voir les choses telles qu'elles sont en réalité, comme si un filtre avait été retiré de devant mes yeux. Voilà, donc ça c'est un truc qui revient aussi chez Platon. L'idée c'est que le monde intelligible, c'est un monde qui est constitué des essences des choses, des choses telles qu'elles sont en réalité. Et puis, dans le monde sensible, en fait, le monde sensible, c'est une sorte de copie un peu dégradée. Enfin, il le dit explicitement, par exemple, aussi à la fin de la République, livre 10. Le monde sensible, c'est les copies dégradées de ce monde-là. Et là encore, on a une description de ce type qui va dans le sens. Voilà. Donc j'en ai terminé. Et donc, pour conclure, si pour Platon, le monde intelligible constitue véritablement ce qui est authentiquement réel, on ne peut pas considérer qu'il est constitué simplement d'abstractions intellectuelles, de définitions auxquelles on peut aboutir par la raison, mais on doit probablement ajouter à cela l'idée que ce monde intelligible, est en fait une sorte de strate de la réalité qui peut être expérimentée lors d'expériences extrasensorielles ou mystiques par lesquelles l'âme se détache en quelque sorte des limitations du corps. D'ailleurs, pour Platon, et ça on le verra probablement lors de notre prochaine exposé sur Platon d'ici un peu moins d'un mois, en fait, la philosophie pour Platon n'est rien d'autre que cet effort de détachement de ce monde sensible, dont on a vu qu'il s'agissait de s'extraire dans le banquet, en passant de l'attachement de tel ou tel corps aux sciences, et puis à la beauté en soi, etc. Voilà. Merci pour votre écoute. Voilà. Excusez-moi si les extraits étaient peut-être un peu longs. Voilà.